Tout a commencé par un son. Le craquement léger et sec de l'argile peinte se brisant sur un épais tapis de laine. C'était le son d'un petit oiseau peint à la main, un cadeau que ma fille Sophie avait passé une semaine à perfectionner. Elle venait de le laisser tomber. Sa petite main était encore ouverte, suspendue dans les airs. Elle était complètement immobile. Elle n'a que 12 ans, et elle se tenait là, dans une nouvelle robe en soie bordeaux, une robe que ma mère avait insisté pour qu'elle ait. La musique classique de Noël s'échappait toujours de haut-parleurs dissimulés. Les milliers de petites lumières blanches sur l'énorme sapin scintillaient encore. Mais l'air même de la grande pièce était devenu rare et tranchant, et un froid profond s'était installé sur tout. Ma mère, Éléonore, la regardait droit dans les yeux. Elle n'avait pas haussé la voix. Elle avait parlé d'un ton bas et précis. Mais ces mots flottaient encore dans l'air, plus brutaux que n'importe quel cri. « Tu n'es pas ma vraie petite fille. Pars !» J'ai vu la lumière, l'essence même de mon enfant, s'éteindre dans ses yeux. J'ai senti mon propre cœur vaciller dans ma poitrine. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une simple friction de vacances qui débordait. Ma mère avait attendu ce moment. Elle l'avait orchestré. Elle voulait briser ma fille. Et en faisant cela, elle voulait me briser moi. J'ai regardé le visage dévasté de ma fille, puis l'expression sereine et glaciale de ma mère. Et j'ai compris que c'était la fin de quelque chose. Ce n'était pas juste une dispute de famille, c'était la guerre. Avant de nous plonger dans toute l'histoire, faites-moi une petite faveur et aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. J'adorerais savoir. L'appel qui a tout déclenché est arrivé un mardi, environ 3 semaines avant Noël. J'étais dans notre petit appartement douillet à Nantes. Sophie était à la petite table de la cuisine, en train de dessiner. Elle essayait de faire le portrait de notre chat, qui refusait de rester immobile. Notre appartement était chaud et sentait le bœuf bourguignon que j'avais mis à mijoter. Nous avions un petit sapin de Noël artificiel dans un coin, qui penchait légèrement d'un côté, décoré de 3 guirlandes lumineuses dépareillées. Sophie avait accroché toutes les décorations elle-même, la plupart regroupées sur une seule branche. C'était parfaitement imparfait. C'était notre foyer. C'était simple, calme. Et par-dessus tout, c'était un lieu sûr. Puis mon téléphone s'est mis à sonner. Je me suis essuyé les mains sur un torchon et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Mon cœur a eu un soubresaut étrange et inconfortable. L'écran affichait « Maman ». Je n'avais pas vu ce nom apparaître sur mon téléphone depuis plus de 4 mois. Elle n'avait pas appelé pour mon anniversaire. Elle n'avait même pas envoyé de SMS pour celui de Sophie. Elle avait envoyé une carte avec un chèque de 30 €, libellé simplement à Sophie. Pas Sophie Pierce, juste Sophie, comme si elle était une vague connaissance. « Qui est-ce, maman ?» demanda Sophie, levant les yeux de son dessin. « C'est mamie Éléonore, » dis-je. La tête de Sophie se redressa d'un coup. Ses yeux s'écarquillèrent d'un espoir qui me brisait toujours un peu le cœur. « Réponds, peut-être qu'elle appelle pour te souhaiter un joyeux anniversaire en retard. » Je pris une profonde inspiration, me préparant mentalement, et j'appuyai sur l'icône verte. « Bonjour maman », dis-je. J'étais fière de la fermeté de ma voix. J'avais pratiqué ce ton pendant des années. « Alexandra, ma chérie ». La voix à l'autre bout du fil était mielleuse. C'était la voix que ma mère utilisait quand elle charmait les donateurs pour ses œuvres de charité. La voix qu'elle prenait quand un photographe était dans les parages. Ce n'était pas sa vraie voix. Sa vraie voix était fine et acérée, comme un éclat de verre. « Je pensais justement à toi, » dit-elle. « Non, tu ne pensais pas à moi, » pensai-je. « Tu ne penses jamais à moi, sauf si tu as besoin de quelque chose. » Je regardais le calendrier, continua-t-elle, sa voix légère et désinvolte. « Et peux-tu croire que Noël est juste au coin de la rue? Il a tendance à arriver à la même date chaque année, » répondis-je, incapable de me retenir. Elle laissa échapper un rire, un son cristallin et artificiel. « Oh, Alexandra, toi et ton humour pince sans rire. Écoute, ma chérie, ton père et moi voulons que tu viennes à Courchevel pour Noël. Toute la famille sera là. Marc et Chloé viennent avec les enfants. Ce ne serait tout simplement pas Noël sans toi et la petite Sophie. » Je jetai un coup d'œil à Sophie. Elle gigotait déjà sur sa chaise, les mains jointes dans une prière silencieuse et désespérée. Mon estomac se noua, une sensation familière, comme si je venais d'avaler une pierre. La gentillesse de ma mère n'était jamais un cadeau. C'était un prêt dont les intérêts étaient exorbitants.
C'était toujours un appât cachant un hameçon acéré, qui vous déchiquetait en vous tirant vers le fond. « Je ne sais pas, maman, » dis-je, la voix hésitante. « C'est un long trajet, et j'ai mon travail. »« Sottise, » me coupa-t-elle, son ton changeant légèrement. « Tu travailles bien trop dur à ce petit boulot de toute façon. C'est Noël, c'est pour la famille. Et Sophie, elle doit absolument vivre un vrai Noël à Courchevel. La neige, les lumières. Le chalet n'a jamais été aussi beau. Nous insistons. Insistons. » C'était le vrai mot. Pas invité. Un ordre. « S'il te plaît, maman. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. » chuchotait Sophie depuis la table, les yeux brillants. Je regardais le visage de ma fille, si plein d'un espoir pur et simple. Elle ne connaissait pas l'histoire. Elle ne comprenait pas le coût associé à la générosité de ma mère. Elle voulait juste une grand-mère. Elle voulait le genre de famille tentaculaire et parfaite qu'elle voyait dans les films de Noël. Comment pouvais-je refuser devant ce regard sur son visage? C'était mon talon d'Achille, et ma mère le savait. Ma fille était ma faiblesse. « D'accord, maman, » dis-je, le mot semblant être physiquement arraché de ma gorge. « D'accord, nous serons là. »« Merveilleux, » dit-elle, sa voix devenant soudainement nette et efficace, tout le sucre artificiel ayant disparu. « On vous verra le 23. Le dîner est à 19h. Essayez de ne pas être en retard. » Et la ligne fut coupée. Elle était partie. Je baissai le téléphone. Le seul son dans la cuisine était le bouillonnement du bœuf bourguignon. « Oui !» hurla Sophie. Elle bondit de sa chaise et jeta ses bras autour de ma taille. « On y va? On y va vraiment? Un vrai Noël? Avec mamie et papy? Et Olivia? Un vrai Noël en famille ?» Elle dansait dans notre minuscule salon, un tourbillon de joie pure. Je posais mes mains sur ses épaules, forçant sur mon visage un sourire qui ressemblait à une grimace. « Ce sera une aventure, » dis-je. Elle me serra de nouveau dans ses bras, me pressant fort. « Ce sera le meilleur Noël de tous les temps, maman. J'en suis sûre. » Je la serrai en retour, m'accrochant à sa petite silhouette, et mon regard tomba sur notre petit sapin de travers, puis sur son dessin à moitié fini. Une vague de nausée me submergea. Je savais, avec une certitude glaçante, que je venais de commettre une terrible erreur. Je connaissais ma mère. Je savais que ces invitations n'étaient pas des cadeaux, c'étaient des convocations, c'étaient des pièges. Mais j'avais laissé l'espoir l'emporter. Plus précisément, j'avais laissé l'espoir de Sophie l'emporter. J'avais trahi mon propre instinct. Je venais d'accepter de nous jeter volontairement dans la fosse aux lions. Et je le faisais pour ma fille. Cette nuit-là, Sophie dormit avec un sourire aux lèvres. Je ne dormis pas du tout. Je restais assise dans le noir de notre salon, à fixer les lumières clignotantes de notre sapin, me demandant ce que ma mère préparait. Quel était le prix d'entrée cette fois-ci? La peur était déjà un nœud froid dans mon estomac. Mais j'avais déjà dit oui. J'étais piégée. J'étais piégée par le bonheur de ma fille, et par mon propre espoir stupide et incessant que peut-être, juste peut-être, cette fois serait différente. Que cette fois, ma mère nous verrait enfin. Qu'elle me verrait enfin, moi. Le lendemain, j'ai retrouvé ma meilleure amie, Léa, pour un café. Nos enfants étaient dans la même classe, et Léa était la seule personne dans mon monde qui connaissait la version non censurée de mon histoire familiale. C'est elle qui m'avait apporté de la glace après que ma mère avait oublié de nous inviter pour le réveillon 2 années de suite. Elle m'avait écoutée au téléphone pendant que je sanglotais après que mon père eut appelé, ivre et divagant, pour s'excuser de tout, pour ensuite prétendre que l'appel n'avait jamais eu lieu le lendemain. J'étais assise en face d'elle dans le café confortable, les mains enroulées autour d'une tasse chaude. « Elle nous a invités à Courchevel pour Noël », dis-je, les mots sortant d'un seul trait. Léa ne sourit pas. Elle se contenta de me fixer, son expression indéchiffrable. Elle but une lente et délibérée gorgée de son café au lait. « Alex, » dit-elle, sa voix plate. « N'y va pas. »« J'ai déjà dit oui, » marmonnai-je dans ma tasse. « Alors dis non, rappelle-la. Dis-lui que Sophie a la grippe. Dis-lui que ta voiture est en panne. Dis-lui que tu t'es spontanément convertie à une religion qui interdit la neige. Dis-lui n'importe quoi. »« Je ne peux pas, » dis-je, sentant ma détermination s'effriter. « Tu aurais dû voir le visage de Sophie, Léa. Elle était juste rayonnante. Elle dessine des images du château de mamie depuis ce matin. Bien sûr qu'elle est heureuse, » dit Léa en posant sa tasse avec un clic ferme.
Elle a 12 ans. Elle croit au Père Noël et aux fins heureuses. Toi, tu es une adulte. Tu sais qui est ta mère. Peut-être qu'elle a changé, proposai-je. Mais les mots sonnaient creux, même à mes propres oreilles. Léa soupira, un son long et las. Elle tendit la main sur la petite table et posa la sienne sur la mienne. Sa peau était chaude. « Ma chérie, écoute-moi. Les gens comme ta mère ne changent pas. Ils vieillissent, c'est tout, et ils deviennent plus créatifs dans leur cruauté. Ils affûtent leurs armes. Elle affûte ses armes, Alex. Soit elle veut quelque chose, soit elle veut te faire du mal. Avec elle, c'est toujours l'un ou l'autre. » Je retirai ma main, un réflexe défensif. Je ne voulais pas l'entendre. « C'est juste pour Noël, quelques jours. À quel point ça peut être terrible. N'oublie juste pas qui elle est, Alex, dit-elle doucement. N'y va pas en pensant que tu rentres à la maison pour les fêtes. Tu es une cible, et le pire, c'est que tu amènes Sophie sur la ligne de tir avec toi. » Je quittais le café, glacé jusqu'aux os, les mots de Léa résonnant dans ma tête. « Tu es une cible. » Mais les chimères étaient déjà bien installées dans l'esprit de ma fille. Le compte à rebours avait commencé. J'enfouis la voix de Léa, très profondément, avec mes propres instincts qui hurlaient. J'ai laissé l'espoir gagner. Dans la semaine qui suivit, les fissures dans la façade commencèrent à apparaître. Ma mère rappela. Cette fois, sa voix était purement pragmatique. « Alexandra, que portera Sophie pour le dîner du réveillon de Noël ?» demanda-t-elle, sans préambule. « Je lui ai acheté une nouvelle robe en satin bleu marine, » dis-je. J'en étais fière. Elle était simple et élégante. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Bleu marine? Quelle nuance de bleu marine? Tu sais, Chloé va prendre à Olivia une robe en soie bordeaux, faite sur mesure dans cette petite boutique de la rue du Rocher. C'est très classique. Le bleu marine peut être aussi morose. Je me sentis rapetissée. Ça commençait déjà. C'est une très belle robe, maman. J'en suis sûre, ma chère, dit-elle d'un ton dédaigneux. Juste, assure-toi qu'elle soit présentable. Nous avons des invités importants. Je raccrochais. Je suis allée dans le placard de Sophie et j'ai regardé la robe bleu marine. Elle était classique. Elle était magnifique. Cet après-midi-là, je suis sortie et j'ai acheté une robe bordeaux avec ma carte de crédit. Elle était bien plus chère que ce que je pouvais me permettre, mais je l'ai achetée quand même. Je ne laisserai pas ma fille se sentir morose. Je ne la laisserai pas se sentir inférieure à sa cousine Olivia. J'avalais l'amertume dans ma gorge. Elle avait un goût de métal. Quelques jours plus tard, mon frère appela. « Marc. »« Salut Alex, » dit-il. Sa voix semblait toujours épuisée. « Salut Marc. Tu es excité pour Noël ?» Il resta silencieux un moment. « Écoute, maman m'a dit que vous veniez. »« Oui, Sophie est impatiente. »« Ouais, » dit-il, sa voix baissant. « Écoute, je voulais juste te prévenir. Maman elle est un peu sur le sentier de la guerre. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je, bien que je le sache déjà. Elle est stressée. Le gala de charité, l'organisation de la fête, tout ça. Elle agresse tout le monde. Chloé, les enfants. Elle est toujours comme ça, Marc. Non, là c'est différent, insista-t-il. Elle a parlé de toi, beaucoup. Une terreur froide se propagea dans ma poitrine. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Juste des vieilles histoires, dit-il, sa voix évasive. Il avait l'air d'avoir peur d'elle. Il l'avait toujours eue. Elle ne t'a jamais pardonné. Pardonné quoi? Lâchai-je, ma voix montant. Qu'est-ce que je lui ai jamais fait? D'être une mère célibataire, lança-t-il, les mots se bousculant. De ne pas, tu sais, avoir géré ça discrètement, d'avoir eu Sophie, de lui avoir fait honte. Je ne pouvais plus respirer. Sophie n'est pas un ça, et elle n'est pas une honte. Je sais, Alex, je sais. Je te le dis juste. Elle est d'humeur massacrante. Alors, fais profil bas. Ne va pas titiller l'ours, d'accord? Ce n'est pas moi qui titille l'ours, Marc, dis-je, ma voix dangereusement basse. C'est moi qui me fais dévorer. Il resta silencieux. Je dois y aller, dis-je, et je raccrochai. Je restais assise sur le bord de mon lit pendant un long moment, le silence de l'appartement m'oppressant. La fissure, je pouvais la sentir se former, une longue et fine fracture partant du centre de ma poitrine. Elle ne t'a jamais pardonné d'avoir eu Sophie. Il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait de ma fille magnifique, brillante, innocente. Ma mère la voyait comme une source de honte, une erreur. J'aurais dû annuler le voyage sur le champ.
J'aurais dû appeler Léa et lui dire qu'elle avait raison. Mais ensuite, j'ai regardé les valises à moitié faites sur le sol de ma chambre. J'ai vu la nouvelle robe bordeaux suspendue dans sa housse en plastique. J'ai regardé le calendrier sur le mur. Plus que 2 jours avant Noël. Sophie entra dans la pièce en courant, le visage rayonnant. « Maman, je l'ai fini !» Elle tenait un petit oiseau en argile, magnifiquement peint, un petit oiseau bleu avec de délicates marques blanches sur les ailes. C'était simple, c'était exquis. « C'est pour mamie », dit-elle, le visage illuminé de fierté. « Pour la remercier de nous avoir invités, tu crois qu'elle aimera ?» J'ai regardé le fragile oiseau d'argile. J'ai regardé le visage brillant et plein d'espoir de ma fille. Et j'ai senti la fissure dans mon cœur s'élargir. « Elle va adorer, ma chérie », mentis-je. Pourtant, j'ai fait nos valises. J'ai emballé la robe bordeaux. J'ai emballé le petit oiseau emballé dans du papier cadeau. J'ai emballé toute ma peur et toute ma rage bouillonnante et je les ai enterrés très, très profondément, sous tous les faux sourires que je me préparais à porter. Nous y allions. Le piège était tendu. Et je nous y conduisais droit dedans, tirant ma fille par la main. Le trajet jusqu'à Courchevel fut silencieux. Les premiers flocons de neige commencèrent à tomber juste au moment où nous quittions les limites de Nantes, de gros flocons gras qui s'écrasaient sur le pare-brise. Sophie était sur le siège passager, trop excitée pour s'asseoir à l'arrière. Elle suivait notre progression sur le GPS de mon téléphone. « Maman, regarde !» disait-elle en pointant un petit doigt. « Regarde les montagnes, elles sont immenses. La maison de mamie est au sommet d'une montagne ?» « En quelque sorte, dis-je. C'est dans une vallée, mais c'est très haut. C'est un manoir ? C'est un très grand chalet, dis-je en euphémisant. À chaque kilomètre qui passait, le nœud dans mon estomac se resserrait. La voiture semblait claustrophobique, l'air trop rare. Je conduisais notre vieille berline fiable, et je savais que dans l'allée de la maison de mes parents, elle serait entourée de voitures européennes, noires et argentées, qui coûtaient plus cher que tout notre immeuble. Nous sommes arrivés dans la longue allée chauffée et sinueuse 2 heures plus tard. La demeure des Pierce à Courchevel n'était pas une maison. C'était une affirmation de richesse et de pouvoir, un monument de 3 étages en bois sombre, acier et vert, niché parmi des pins saupoudrés de neige. Chaque fenêtre était décorée par des professionnels avec des lumières blanches scintillantes. On aurait dit une page de magazine d'architecture. Ça avait l'air stérile. « Ouah !» murmura Sophie à côté de moi. On dirait un château. » C'était un château, et ma mère en était la reine. Je garai ma voiture tout au bout de l'allée, à l'écart derrière le SUV flambant neuf de mon frère et une berline noire élégante que je ne reconnaissais pas. « D'accord, ma chérie, » dis-je en forçant un ton joyeux. « Allons-y, n'oublie pas tes bonnes manières. »« Oui, maman. » Elle attrapa son sac à dos, serrant la petite boîte cadeau parfaitement emballée, contenant le petit oiseau. Nous avons remonté le chemin de pierre chauffée. L'air était glacial et pur, si froid que ça faisait mal de respirer. Je sonnai et nous attendîmes, entendant les faibles accents d'un concerto de Noël classique de l'intérieur. La porte massive s'ouvrit. Mon père, Henri, se tenait là. Il tenait un lourd verre en cristal rempli d'un liquide ambré, du whisky. « Oh !» dit-il en clignant des yeux comme s'il était surpris de nous voir. « Vous êtes là. »« Salut, papa. »« Joyeux Noël, papy », dit Sophie en lui adressant un large et brillant sourire. « Oui, joyeux Noël », marmonna-t-il, sans lui rendre son sourire. Il se contenta de nous regarder, les yeux injectés de sang et las. « Entrez, vous laissez entrer tout le froid. » Nous sommes entrés dans le hall caverneux. Le plafond s'élevait à 10 mètres de haut. Un gigantesque sapin de Noël dominait le salon adjacent, méticuleusement décoré d'ornements argentés et dorés. Pas un seul de travers. « Éléonore !» cria mon père en direction du grand escalier. « Elles sont là !» Ma mère apparut en haut des escaliers, une vision dans une robe en cachemire de couleur crème. Sa coiffure était impeccable, son maquillage parfait. Elle nous regarda de haut, littéralement. « Alexandra !» dit-elle, sa voix froide. « Vous êtes en retard. Le dîner est dans 30 minutes. » « La route était mauvaise, maman, » dis-je, la voix tendue. Elle descendit les escaliers en glissant, ses mouvements fluides et étudiés. Elle m'embrassa dans le vide à côté de ma joue, et je fus enveloppée dans un nuage de parfums chers et écœurants. Puis, elle baissa les yeux sur Sophie. « Mon Dieu, Sophie,
tu as drôlement grandi. Ce n'était pas un compliment. C'était une évaluation, comme si elle inspectait du bétail. Joyeux Noël, mamie, dit Sophie en tendant la petite boîte emballée. J'ai fait ça pour toi. Les yeux de ma mère survolèrent la boîte sans vraiment la voir. Elle esquissa un sourire pincé et crispé. Comme c'est charmant. Nous ouvrons les cadeaux demain matin. Mets-le sous le sapin. Essaie de ne pas déranger les autres paquets. Le visage de Sophie se décomposa, juste une fraction, mais je le vis. Allez ranger vos affaires, dit ma mère en se détournant déjà de nous. Vous êtes dans la chambre d'amis du fond. La bleue. Viens, ma chérie, dis-je en ramassant nos 2 valises. En passant devant la salle à manger formelle, je la vis. La longue table vernie était dressée pour un dîner de plusieurs plats. Porcelaine fine, cristal étincelant et plus de couverts que je n'en connaissais l'usage. Et à chaque place, une petite carte blanche élégante, avec un nom écrit en calligraphie. Je m'arrêtai. Sophie s'arrêta à côté de moi. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je comptais les couverts. Il y en avait 8. Je lus les noms. Maman, papa, Marc, Chloé, Olivia, Léo et 2 autres. Monsieur Lefebvre, Madame Lefebvre. Je ne savais pas qui étaient les Lefebvre, mais je connaissais 2 noms qui étaient manifestement absents. Alexandra, Sophie. Il y avait 8 chaises, 8 assiettes, 8 services de verres en cristal. Ma mère avait insisté pour que nous venions pour un dîner de Noël en famille, et elle n'avait même pas mis de couvert pour nous. Elle avait invité des relations d'affaires. Mais elle n'avait laissé aucune place pour sa propre fille, ni pour sa petite fille. Sophie regardait la table, le front plissé. Elle est intelligente. Elle comptait, elle aussi. Son visage était pâle. « Maman !» murmura-t-elle, sa voix minuscule. « Où est-ce qu'on s'assoit ?» Une rage froide et tremblante commença à monter dans ma poitrine, mais je la refoulai. Je souris, me tournant vers elle, mon visage un masque d'indifférence désinvolte. « Oh, ne sois pas bête !» dis-je, la voix légère et enjouée. « Ça, c'est le dîner ennuyeux des grands. Nous, on va manger dans la cuisine. Ce sera beaucoup plus amusant. » Sophie leva les yeux vers moi. Elle savait que je mentais. Ma mère passa devant nous d'un pas rapide. « Vous êtes perdues, toutes les 2 ?» demanda-t-elle, la voix chargée d'impatience. « Non, maman. Nous admirions juste le dressage de la table. C'est magnifique. »« Oui, eh bien, les Lefebvre sont des clients très importants de ton père. Maintenant, s'il vous plaît, allez vous changer. Vous retardez tout. » Elle disparut vers la cuisine. Je pris la main de Sophie. Elle était glaciale. Je la conduisis le long d'un long couloir jusqu'à la chambre d'amis du fond. C'était une petite pièce froide, peinte d'un bleu institutionnel et glacial. C'était la chambre qu'ils utilisèrent pour le personnel, à l'époque où ils avaient des employés à demeure. Sophie laissa tomber son sac à dos sur le lit et s'assit, les épaules affaissées. « Ce n'est pas grave, ma chérie, » dis-je, ma voix sonnant faux, même à mes propres oreilles. « On va passer un super moment, juste nous 2. » Elle n'a pas aimé mon cadeau, maman. Elle ne l'a même pas vu, ma chérie. Elle était juste occupée. Elle a dit qu'on ouvrirait les cadeaux demain. Tu te souviens ? Sophie se contenta de fixer le sol. D'accord. Je regardais par la petite fenêtre. Il faisait maintenant complètement nuit. Tout ce que je pouvais voir, c'était notre petite voiture couverte de neige, l'air déplacé et minable au bout de la longue allée. Je compris alors. Léa avait raison. Nous n'étions pas des invités. Nous étions des accessoires. Nous étions là pour créer l'illusion d'une famille complète de loin, mais de près. Nous n'étions pas les bienvenus à table. Nous n'étions pas autorisés à en faire réellement partie. Je continuais de sourire pour Sophie, souriant si fort que ma mâchoire me faisait mal. Mais à l'intérieur, j'étais déjà en train de me briser. L'air dans ce chalet était froid et suffocant. Nous étions là depuis 10 minutes, et je savais déjà que ce n'était pas Noël. C'était une représentation, et on nous avait donné le mauvais scénario. La veille de Noël fut une longue et froide journée d'invisibilité. Nous avons pris le petit déjeuner seuls dans la cuisine immense et silencieuse. Une employée de maison que je n'avais jamais vue auparavant posa 2 assiettes de tartines sur l'îlot en granit et s'éloigna sans un mot. Sophie a essayé. Je dois lui reconnaître ça, elle a vraiment essayé. Elle a vu ses cousins, Olivia et Léo, dans le salon familial. « Salut Olivia !» dit Sophie en brandissant son carnet de croquis. « Tu veux voir quelques-uns de mes dessins ?»
Olivia, qui avait 14 ans et était chirurgicalement attachée à son téléphone, leva les yeux avec un air d'ennui profond. « Quoi? Oh! Non merci, je suis occupée. » Elle ne la regarda même pas dans les yeux. Le visage de Sophie se décomposa et elle s'éloigna tranquillement. J'observais depuis le seuil de la cuisine, les poings serrés. Mon frère, Marc, et sa femme, Chloé, prenèrent le café avec mes parents dans le salon principal, riant et parlant de leur prochain séjour au ski. Personne ne nous regarda, personne ne nous adressa la parole. Nous étions des fantômes hantant notre propre famille. J'ai essayé de me rendre utile. « Maman, est-ce que je peux faire quelque chose? Aider à préparer le dîner ?» « Non, » dit-elle sans lever les yeux d'un arrangement floral qu'elle était en train de peaufiner. « Tout est sous contrôle. Essayez juste de ne pas être dans le chemin. Les Lefebvre reviennent ce soir. » Ne pas être dans le chemin. J'ai emmené Sophie dehors. Nous avons construit un bonhomme de neige dans la neige poudreuse et immaculée. Il faisait un froid glacial, mais au moins nous étions hors de ce chalet. Pendant un petit moment, nous avons ri et cela semblait presque normal. Mais le froid nous a ensuite repoussés à l'intérieur. En fin d'après-midi, alors que j'étais assise sur le bord du lit dans notre chambre bleue et froide, mon téléphone sonna. Sophie était allongée sur l'autre lit, en train de lire un livre. J'ai regardé l'écran. C'était ma supérieure du travail. « Alex, » dit-elle, la voix frénétique. « Je suis tellement désolée. Je n'appellerai pas, mais c'est une véritable urgence. Le juge Dubois est au tribunal en ce moment même, et il ne signe les ordonnances de placement d'urgence que pour les 2 prochaines heures. C'est l'affaire Durand, celle avec la petite fille. Le père présente un risque de fuite et il menace de l'emmener hors du département ce soir. Si nous ne déposons pas les papiers en personne, elle est partie. » Mon cœur se serra. Un enfant. Une véritable urgence. « Je suis à Courchevel, » dis-je. « Je sais, je suis vraiment désolée. Mais tu es la seule à connaître ce dossier sur le bout des doigts. Tout est sur le cloud. Tu n'as qu'à le télécharger et le déposer au tribunal local. S'il te plaît, Alex, cette petite fille, elle n'a personne d'autre. » J'étais assistante sociale. Je défendais les enfants qui n'avaient personne pour se battre pour eux. C'était mon travail. Je regardais Sophie, qui m'observait avec de grands yeux curieux. « D'accord, » dis-je, ma décision prise. « D'accord, j'y vais. Je pars tout de suite. » Je raccrochais. « Sophie, ma chérie, je dois sortir. C'est pour le travail. C'est une vraie urgence. Une petite fille a besoin de mon aide. » Son visage s'assombrit. « La veille de Noël ? » Je sais. Je suis tellement désolée. Je serai aussi rapide que possible. Je suis allée dans le salon pour le dire à ma mère. Elle ajustait une décoration sur le sapin géant. « Maman, je dois descendre au tribunal. C'est une urgence professionnelle. Une affaire de garde d'enfants. » Ma mère se tourna et elle sourit. C'était un sourire soudain, éclatant, chaleureux, si inattendu qu'il me surprit. « Oh, Alexandra, vas-y, » dit-elle, sa voix dégoulinant de la même douceur que lors de l'appel téléphonique. « Va jouer les héroïnes, sauf cette petite fille, ne t'inquiète de rien. » Elle s'approcha et posa une main sur mon bras. Son contact me parut étranger. « Et Sophie ? Je ne veux pas la laisser seule. »« Sottise, » dit-elle vivement. « Elle s'en sortira très bien. Je la surveillerai. Nous passerons un moment merveilleux. Nous pourrons enfin avoir une vraie discussion, apprendre à nous connaître. Ce sera notre moment spécial. » Je la fixais. Je regardais son visage souriant et bienveillant, et une partie stupide et traîtresse de mon cerveau me chuchota. « C'est peut-être le moment. C'est peut-être l'occasion. Elle est gentille. »« Tu es sûre ? Je ne veux pas qu'elle soit une charge. » »« Ce n'est pas une charge du tout, ma chérie. Maintenant, file, vas-y, sauve le monde. » Je sentis une dangereuse lueur d'espoir. « D'accord, merci maman. Ça compte beaucoup pour moi. » Je courus jusqu'à notre chambre. « Sophie, mamie va te garder. Vous allez passer un moment spécial toutes les deux. » Le visage de Sophie s'illumina. « Vraiment ? Vraiment ?» Alors que j'enfilais mon manteau épais, Sophie courut vers moi, les yeux brillants. Elle tenait la petite boîte cadeau. « Maman, c'est parfait. Je peux donner son cadeau à mamie pendant que tu n'es pas là. Quand on sera toute seule. C'est le moment parfait. » Elle vibrait pratiquement d'excitation. Son espoir avait été ravivé. Je l'embrassai sur le front. « C'est une merveilleuse idée, ma chérie. Elle va adorer.
Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. » Je sortis précipitamment du chalet, montai dans ma voiture froide et m'éloignai de ce palais de verre et de bois en me sentant légère, pleine d'espoir. Ma mère souriait. Elle allait garder Sophie. Peut-être que je m'étais trompée. Peut-être que Léa s'était trompée. Je conduisis jusqu'au tribunal d'Albertville, alors que la neige commençait à tomber sérieusement. Il faisait nuit. J'ai déposé les papiers. J'étais une héroïne. J'avais protégé un enfant vulnérable. Je me sentais bien. Cela prit des heures. Les systèmes du tribunal étaient lents, le personnel réduit. Il était près de 21 heures quand j'eus fini. J'étais épuisée, mais c'était une bonne fatigue. Je suis montée dans ma voiture pour rentrer, l'esprit rempli de scénarios optimistes. Peut-être que j'entrerais pour trouver Sophie et ma mère en train de boire un chocolat chaud près du feu. Peut-être qu'elles seraient en train de rire. Mon téléphone vibra sur le siège passager. Je me suis garée sur le bord de la route enneigée et déserte. C'était un SMS. De Sophie. Mon cœur se figea. Je l'ouvris. Le message contenait 9 mots. 9 mots qui arrachèrent le monde de sous mes pieds. Mamie a dit que j'étais son erreur. Je veux rentrer à la maison. Le monde devint silencieux. Je n'entendais plus le moteur de la voiture. Je n'entendais plus le vent qui hurlait dehors. Je fixais juste les mots sur l'écran. A dit que j'étais son erreur. Je tripotais le téléphone, mes doigts tremblant si fort que je pouvais à peine taper. Où es-tu? Ça va? J'arrive tout de suite. Les 3 petits points apparurent, disparurent, puis réapparurent. Elle écrivait. Un nouveau message arriva. Je suis dans notre chambre. J'ai peur. Dépêche-toi, maman, s'il te plaît. Je jetai le téléphone sur le siège passager. J'enfonçai l'accélérateur. La voiture fit une embardée, les pneus patinant avant de trouver de l'adhérence sur la route verglacée. Une femme possédée. C'est ce qu'on dit dans les vieilles histoires. J'étais une femme possédée. Je conduisis plus vite que je n'avais jamais conduit de ma vie. La neige était devenue un blizzard, les essuie-glaces menant une bataille perdue d'avance. La voiture dérapait sur des plaques de verglas et je m'en fichais. Des larmes chaudes, furieuses, terrifiées coulaient sur mon visage. Je l'ai laissée, dis-je à voix haute, à la voiture vide, à la tempête. Je l'ai laissée seule avec ce monstre. C'était un coup monté. L'urgence du travail était réelle, mais le sourire de ma mère, sa gentillesse. Je la surveillerai. On pourra discuter. Elle voulait que je parte. Elle a attendu que je sois partie, que Sophie soit seule et vulnérable, le cœur plein d'espoir, alors qu'elle offrait son petit cadeau fait main. Et puis elle l'a détruite. Elle l'a fait exprès. Elle n'est pas seulement méchante, murmurai-je, corrigeant la trajectoire de la voiture qui partait violemment en tête à queue. Elle est maléfique. Puis j'ai vu le chalet, brillant à travers la neige, toutes lumières allumées. Il ressemblait à une carte postale de Noël parfaite. Il ressemblait à l'antre d'un monstre. Je mis la voiture en position de stationnement au bout de l'allée, sans même prendre la peine de me garer correctement. Je n'ai pas coupé le moteur. Je n'ai pas pris mon sac. Je suis sortie de la voiture et j'ai couru. J'ai monté les marches de pierre en courant, glissant et me rattrapant sur la surface verglacée. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas sonné. J'ai saisi la poignée de porte en métal gelé et j'ai ouvert la porte d'entrée avec une telle force qu'elle a heurté le mur intérieur avec un craquement assourdissant. Et j'ai couru à l'intérieur. Je me tenais dans le hall, le souffle court et saccadé. La porte d'entrée était toujours grande ouverte, un tourbillon de neige et d'air glacial s'engouffrant dans le hall immaculé. Le chalet n'était pas silencieux. J'entendais des rires. Ils venaient de la salle à manger. C'était le rire de ma mère, léger, cristallin et totalement faux. J'entendais la voix de mon frère et le baryton plus grave d'un homme que je ne connaissais pas. Monsieur Lefebvre. Ils prenaient leur dîner. Ils fêtaient un Noël. Ils riaient pendant que mon enfant était à l'étage, seul et terrifié. La rage qui m'envahit était si pure et si absolue que je crus qu'elle allait me consumer de l'intérieur. Je passais devant l'entrée de la salle à manger. Je ne regardais pas à l'intérieur. Je ne voulais pas voir leur visage. Je ne voulais pas qu'ils voient que le mien. Pas encore. Je me dirigeais vers le grand escalier. Mes bottes étaient couvertes de neige et je laissais une traînée d'empreintes humides et sales sur le tapis blanc parfait de ma mère. Tant mieux. Je montais les escaliers, ma main serrant la rampe polie si fort que mes jointures étaient blanches. Je pouvais encore entendre le cliquetis de l'argenterie de la salle à manger.
le murmure de la conversation. Soit il ne m'avait pas entendu entrer, soit il s'en fichait tout simplement. J'atteignis le haut de l'escalier. Le long couloir était sombre, la seule illumination provenant d'une faible lueur du gigantesque sapin de Noël en bas. Notre chambre, la froide chambre d'amis bleus, était tout au bout. La porte était fermée. Je marchais vers elle, mon cœur un poids mort dans ma poitrine. Je poussais la porte. La pièce était sombre et glaciale. Je vis une petite forme sur le lit, une masse recroquevillée sous la fine couverture décorative. « Sophie » murmurai-je. La masse bougea. Sophie s'assit. Dans la pénombre, son visage était un ovale pâle, ses yeux immenses et sombres. Ses joues étaient zébrées de larmes séchées. La nouvelle robe bordeaux qui m'avait tant préoccupée était froissée. Elle ne sanglotait pas. Elle avait pleuré en silence, pendant des heures. « Maman » murmura-t-elle. Sa voix était brisée, un son minuscule et fêlé qui fit voler en éclats ce qui restait de mon cœur. « Je suis là » dis-je en traversant la pièce et en m'asseyant sur le bord du lit. Je la pris dans mes bras. Elle était froide comme la glace. Je l'enveloppais de mes bras et elle enfouit son visage dans mon manteau, qui était encore humide et froid de la neige. Elle s'en moquait. Elle s'accrochait juste à moi, son petit corps tremblant. « Je suis là » répétai-je en la berçant. « Je suis tellement, tellement désolée, mon bébé. Je n'aurais jamais dû te laisser. Je veux rentrer à la maison. » pleura-t-elle dans mon manteau, sa voix étouffée. « S'il te plaît, maman, je veux juste rentrer à la maison. »« Nous le ferons, » promis-je, ma voix féroce. « Nous partons tout de suite. Mais d'abord, tu dois me dire exactement ce qu'elle a dit. » Elle se recula, les yeux rouges et gonflés. « J'ai attendu, » dit-elle, sa voix tremblant si fort qu'elle pouvait à peine sortir les mots. « J'ai attendu que les invités arrivent, parce que je pensais qu'elle serait de bonne humeur. J'ai pris mon cadeau. » Elle ouvrit sa petite main. Dans sa paume se trouvaient les morceaux de l'oiseau d'argile brisé. « Je l'ai trouvé, » continua Sophie. Elle était dans la salle à manger, en train de montrer à Monsieur Lefebvre le grand tableau sur le mur. J'ai dit, excusez-moi, mamie, j'ai quelque chose pour vous. Sophie prit une longue inspiration tremblante. Elle m'a regardée, maman. Elle n'a pas souri. J'ai tendu la boîte et j'ai dit « Joyeux Noël, mamie, j'ai fait ça pour toi. » Je fermai les yeux, la scène se déroulant dans mon esprit, vive et douloureuse. Je pouvais voir le visage plein d'espoir et ouvert de ma fille. « Elle ne l'a pas pris, » murmura Sophie. « Elle a juste fixé la boîte. Et puis elle m'a regardée et elle a dit « Pourquoi est-ce que je voudrais de ça ?» Mon cœur se brisa. Je lui ai dit « C'est un oiseau. Je l'ai peint pour toi. C'est pour te remercier de nous avoir invités. » Et elle a ri, maman. Elle a ri, mais ce n'était pas un rire gentil. Sophie pleurait à chaudes larmes maintenant, s'étouffant avec les mots. Elle a dit « Je ne vous ai pas invité parce que je voulais que vous soyez là. Je vous ai invité parce que ta mère est une sotte sentimentale et qu'elle aurait piqué une crise si je ne l'avais pas fait. Vous n'êtes pas ma famille, tu es son erreur. » Je ne pouvais plus respirer. L'air avait été aspiré de la pièce. J'étais sans voix. Et puis elle a dit les mots, s'étrangla Sophie. Quels mots, mon bébé? Elle me regarda droit dans les yeux, son regard fixe malgré les larmes. Elle a dit « Tu n'es pas ma vraie petite fille. Pars. » Le visage de Sophie se contracta. « J'ai couru, maman, j'ai juste couru. Je suis montée ici et je l'ai entendu dire aux invités que j'étais une enfant difficile et trop émotive. Je les ai entendus rire. J'ai laissé tomber l'oiseau et il s'est cassé. » Elle baissa les yeux sur les morceaux brisés dans sa main. À cet instant, je n'étais pas une mère. Je n'étais pas une fille. J'étais une arme forgée dans la glace et le feu. Une clarté que je n'avais jamais connue s'installa en moi. La peur avait disparu. L'espoir avait disparu. Tout ce qui restait était la vérité froide et dure. Je sortis mon téléphone de ma poche. Mes doigts étaient parfaitement stables. « Sophie, » dis-je, ma voix calme mais ferme. « J'ai besoin que tu sois courageuse encore une minute. J'ai besoin que tu le dises à nouveau, ce qu'elle t'a dit. » Sophie regarda mon téléphone, confuse. « Pourquoi ? » « Parce que ce n'est pas pour la vengeance, » dis-je, ma voix basse et intense. « C'est pour la vérité.
Personne ne te traitera jamais de menteuse. Personne ne pourra jamais dire que cela n'est pas arrivé. Je ne le permettrai pas. S'il te plaît, mon bébé, dis-le juste une fois de plus. Qu'est-ce que mamie a dit? J'appuyai sur le bouton d'enregistrement. La petite lumière rouge brillait dans l'obscurité. Sophie regarda le téléphone. Elle prit une profonde inspiration tremblante et se redressa. Et sa voix, petite et tremblante mais parfaitement claire, remplit la pièce froide et sombre. Je lui ai donné mon cadeau. Elle a dit que j'étais une erreur. Elle a dit que je n'étais pas sa famille. La voix de Sophie se brisa en un sanglot, mais elle continua. Elle a dit « Tu n'es pas ma vraie petite fille. Pars ». Je laissai l'enregistrement continuer pendant 10 secondes de plus. 10 secondes des sanglots déchirants de ma fille résonnant dans l'obscurité glaciale. Puis j'appuyai sur stop. J'ai sauvegardé le fichier. J'ai remis le téléphone dans ma poche. « D'accord », dis-je. Je me levai. « Mets ton manteau. »« On part ?» demanda-t-elle, sa voix remplie d'un espoir désespéré. « Oui, mais nous ne fuyons pas. Nous ne partons pas en douce. Nous allons sortir par la grande porte, ensemble. » Je l'aidai à enfiler son manteau et le fermai. J'essuyai les larmes de son visage avec la manche de mon pull. « Garde la tête haute, Sophie, » dis-je, ma voix comme de l'acier. « Tu n'as rien fait de mal. Tu es bonne, tu es gentille et tu es ma fille. » Elle hocha la tête, ses yeux encore pleins de larmes, mais elle ne pleurait plus. Dans la pénombre, elle avait l'air forte. Elle me ressemblait. Je pris sa main. Elle était toujours froide. « Je suis prête, » dit-elle. J'ouvris la porte. Le son des rires et de la conversation d'en bas était plus fort maintenant. « Allons-y, » dis-je, et je conduisis ma fille en bas, vers la guerre. Nous avons descendu le grand escalier, côte à côte. Je me fichais de la neige fondue de mes bottes qui tachait le tapis blanc. Je me fichais du bruit que nous faisions. En bas de l'escalier, je n'ai pas tourné vers la porte d'entrée. J'ai tourné vers la salle à manger. J'ai marché directement jusqu'à la large ouverture et je me suis arrêtée, la main de ma fille serrée dans la mienne. Elle était à moitié cachée derrière moi. Je suis juste restée là. Les rires se sont tus en premier. Puis la conversation s'est éteinte. Un par un, 8 visages se sont tournés vers nous. Ma mère était au bout de la table, un verre de vin blanc à la main. Mon père était à l'autre bout, le visage mou et vide. Marc et Chloé étaient d'un côté, Monsieur et Madame Lefebvre de l'autre. La table était chargée de nourriture, chaque assiette et chaque verre parfaitement disposés. Les yeux de ma mère, quand ils ont croisé les miens, étaient en froid comme un lac en hiver. Il n'y avait aucune surprise en eux, seulement de la fureur. « Alexandra, » dit-elle, sa voix sèche et basse. « Que signifie cela? Tu interromps notre dîner. Nous avons des invités. »« Je suis au courant, maman, » dis-je. Ma voix était d'un calme déconcertant. Elle ne tremblait pas. Je ne pleurais pas. Je ne criais pas. J'étais simplement à bout. « Sophie, » dit ma mère, son regard se posant sur ma fille. « Je t'ai dit de rester dans ta chambre. Tu dois apprendre les bonnes manières. » C'était ça. C'était l'étincelle qui alluma la mèche. « Les bonnes manières ?» dis-je, un étrange sourire froid se dessinant sur mes lèvres. « Tu veux parler de bonnes manières ?» Je sortis le téléphone de ma poche. Mes mains étaient d'une stabilité à toute épreuve. Je mis le volume au maximum et j'appuyai sur lecture. La petite voix tremblante et enregistrée de Sophie emplit la pièce caverneuse, résonnant contre les hauts plafonds. Elle a dit que j'étais une erreur. Elle a dit que je n'étais pas sa famille. Je vis le visage de mon frère Marc se vider de toute couleur. Il posa sa fourchette avec un cliquetis. Sa femme, Chloé, porta une main à sa bouche, les yeux écarquillés d'une compréhension horrifiée en me regardant. Mon père fixait simplement son assiette, l'air vieux et brisé. Les invités, les Lefebvre, fixaient intensément leurs propres genoux, souhaitant que le sol les engloutisse. Puis vinrent les dernières lignes. Elle a dit « Tu n'es pas ma vraie petite fille. Pars. » Et puis les sanglots, le son brut et non filtré du cœur de ma fille qui se brise. L'enregistrement prit fin. Le silence qui suivit fut absolu. Il était si profond que je pouvais entendre le doux tic-tac de l'horloge du grand-père dans le hall. Le visage de ma mère était un masque de rage pure et non diluée. Ses joues étaient rouges et marbrées. Elle claqua son verre de vin sur la table. « Comment oses-tu » siffla-t-elle. « Comment oses-tu enregistrer dans ma maison? Comment oses-tu jouer ce mélodrame ?»« L'as-tu dit »
demandai-je, ma voix toujours calme. Oui ou non? C'est une enfant, lança ma mère, déviant. Elle est hystérique, elle déforme les choses. Elle était impolie et exigeait mon attention. Il fallait lui donner une leçon. As-tu, dis-je en la coupant, ma voix baissant d'une octave, dis à ma fille de 12 ans qu'elle était une erreur et pas ta petite fille? L'amour se mérite, Alexandra, dit ma mère, sa voix devenant glaciale alors qu'elle retrouvait son sang-froid. Il n'est pas simplement donné. On ne peut pas débarquer et s'attendre à une parade. On ne peut pas avoir un enfant hors mariage et espérer que le monde applaudisse votre erreur. Tu apprends, elle apprend. Je la fixais, un sentiment d'incrédulité détaché m'envahissant. Elle l'admettait. Elle en était fière. Ma fille, dis-je, ne te doit rien. C'est une enfant. Tu es l'adulte. Tu es la grand-mère. Elle n'est pas ma grand-mère, dit Sophie. Sa voix était petite, mais claire et forte. Elle sortit de derrière moi, le visage taché de larmes, mais les yeux flamboyants. Le regard de ma mère tomba sur Sophie, et le regard qu'elle lui lança était de la haine pure et sans mélange. « Marc, lança ma mère, sans quitter Sophie des yeux, dis-le à ta sœur. Dis-lui ce qu'elle est. Dis-lui ce qu'elle a jeté. Maman, ne fais pas ça, murmura Marc en se tassant sur sa chaise. Dis-le lui, hurla ma mère, sa voix se brisant. Elle se leva si vite que sa chaise grinça bruyamment contre le sol. Dis-le lui. Marc me regarda, les yeux pleins de larmes. Il avait l'air absolument pathétique. Marc, de quoi parle-t-elle? Demandai-je. Je, balbutia-t-il, incapable de me regarder dans les yeux. Il a signé les papiers, cria ma mère, son visage tordu par un triomphe hideux. Nous l'avons forcé? Ton père et moi? Tu as été déshéritée, Alexandra, il y a des années, quand tu as décidé de garder... Elle? Elle pointa un doigt tremblant vers Sophie. Nous t'avons exclu de tout, siffla-t-elle. Le chalet, l'argent, l'héritage. Tu n'as rien, Marc a tout. Nous lui avons fait signer les documents légaux. Il a accepté. Il a accepté que tu ne fasses plus partie de cette famille. La pièce se mit à tourner. Je regardais Marc. Il pleurait ouvertement maintenant, le visage dans ses mains. Je ne voulais pas, sanglota-t-il. Alex, je suis désolée. Elle m'a forcée. Elle a dit qu'elle me déshériterait aussi, si je ne le faisais pas. Les Lefebvre étaient debout. Éléonore, dit Monsieur Lefebvre, la voix tendue. C'est une affaire de famille privée. Nous devrions y aller. Non, hurla ma mère. Vous allez vous asseoir. Vous serez témoin de ce qui arrive quand on est ingrat. Elle se tourna de nouveau vers moi, un terrible sourire triomphant se répandant sur son visage. Alors tu vois, Alexandra, tu n'as aucun pouvoir ici. Tu es une invitée que j'ai conviée par pitié. Tu n'as rien, tu n'es rien. Dans le chaos, Chloé, ma belle-sœur, se leva, le visage pâle. Je dois aller voir les enfants, balbutia-t-elle, et elle quitta la pièce. En passant près de moi, sa main frôla la poche de mon manteau, et je sentis quelque chose y glisser. Un morceau de papier épais et plié. Elle me lança un regard rapide et terrifié, puis elle disparut. Ma mère ne remarqua rien. Elle était trop occupée à savourer sa victoire, attendant que je m'effondre, attendant que je la supplie. L'héritage, l'argent. C'était donc de cela qu'il s'était toujours agi. Mon erreur avait été un passif financier à ses yeux, et elle me faisait payer le prix, à moi et à ma fille. Je la regardais, et je ressentis... rien. Non, ce n'était pas vrai. Je ressentais une profonde pitié pour elle. Elle n'avait que son argent et sa cruauté. Je pris une profonde inspiration. Le tournis dans ma tête cessa. Je regardais ma mère, dont le visage était empourpré par le frisson de la mise à mort. Elle pensait avoir gagné. « Il ne s'agit pas de l'argent, dis-je. » Ma voix était calme, mais elle trancha le silence tendu. Le sourire de ma mère vacilla. « Quoi ?» J'ai dit « Il ne s'agit pas de ton argent. Je me fiche de ton chalet. Je me fiche de ton héritage. Je ne me suis souciée de rien de tout ça depuis une décennie. » Je fis un pas en avant. « Ceci, dis-je, ma voix résonnant d'une fureur froide, concerne la cruauté. Il s'agit de toi, une femme adulte, blessant délibérément un enfant. Mon enfant. Pour le plaisir. Je te l'ai dit, dit-elle, sa voix montant à nouveau. Il fallait lui donner une leçon.
Oh, elle m'en a donné une, répliquai-je. Ce soir, elle m'a appris que j'en ai fini. Nous en avons fini. Le visage de ma mère devint vide. Qu'est-ce que tu as dit? Nous partons, et nous ne reviendrons jamais, jamais. Je me tournai, prenant la main de Sophie. Arrête, ordonna ma mère. Je m'arrêtai et me retournai une dernière fois. Si tu franchis cette porte, Alexandra, dit-elle, sa voix basse et dangereuse, tu n'es plus ma fille. Tu n'appelleras pas. Tu ne parleras ni à ton père, ni à ton frère. Tu es morte pour cette famille. Tu me comprends? Elle me donnait une dernière chance. Une dernière chance de plier le genou, de m'excuser, de supplier pour ma place dans une famille qui me méprisait. Je la regardais. Je regardais mon père, un fantôme fixant son verre vide. Je regardais mon frère, un homme faible qui avait vendu sa sœur pour une plus grosse part du gâteau. Ce n'était pas une famille, c'était une prison. Je comprends, dis-je. Je pris la main de Sophie. Alors, nous en avons fini. Je commençai à m'éloigner. Maman, attends, dit Sophie. Je m'arrêtai. Sophie lâcha ma main et retourna vers la table. Ma mère la regarda, un air de confusion sur le visage. Sophie s'approcha de la table vernie. Elle plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit la poignée d'argile bleue brisée. Elle regarda ma mère droit dans les yeux, ses propres yeux brillants de larmes, mais sa voix était stable. « Je pensais que Noël c'était l'amour, » dit Sophie. « Pas la honte. » Elle ouvrit la main et laissa tomber les morceaux brisés du petit oiseau sur l'assiette en porcelaine blanche immaculée de ma mère. Le son fut faible, un minuscule et triste cliquetis. Puis elle se tourna, revint vers moi et prit ma main. Mon père émit un son, un profond sanglot haletant. Il regarda ma mère, son visage un masque d'horreur naissante, comme s'il la voyait pour la toute première fois. « Éléonore, » murmura-t-il. « Mon Dieu, Éléonore, tu es allée trop loin. C'est une enfant. C'est ta petite fille. »« Elle n'est rien !» hurla ma mère, sa voix se brisant enfin. « Vous êtes tous faibles, Henri, tous !» Je n'ai pas attendu d'en entendre plus. Je me suis retournée avec Sophie et nous sommes sortis de la salle à manger. J'ai traversé le hall. J'ai vu la petite boîte cadeau magnifiquement emballée, celle que Sophie avait apportée, toujours intacte sous le sapin. Je me suis approchée, je l'ai ramassée et je l'ai mise dans la poche de mon manteau avec le papier plié que Chloé m'avait donné. Ceci appartient à quelqu'un qui comprend sa valeur. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'air froid qui nous frappa semblait pur. C'était le goût de la liberté. Je suis sortie, Sophie à mes côtés. Nous avons descendu le chemin de pierre, passant devant le cher SUV de mon frère. Nous sommes arrivés à ma vieille voiture fiable. J'ai ouvert la portière passager pour Sophie et elle est montée. Je me suis installée au volant et j'ai mis la clé dans le contact. Le moteur s'est mis en marche avec un grondement réconfortant. J'ai regardé en arrière le chalet de verre et de bois sombre, tout illuminé comme un mensonge parfait et magnifique. C'était une maison pleine de monstres. J'ai mis la voiture en marche arrière et je suis partie dans la tempête de neige. Je n'ai pas regardé en arrière. Le trajet de retour vers Nantes fut un long flou silencieux. Le blizzard faisait rage, rendant les routes dangereuses. Je conduisais lentement, les mains crispées sur le volant. Sophie s'endormit sur le siège passager, son visage enfin paisible dans la douce lueur du tableau de bord. Elle était en sécurité. Elle était loin de ce chalet. C'était tout ce qui comptait. J'ai conduit pendant des heures, l'esprit à des milliers de kilomètres, concentré sur les deux objets dans la poche de mon manteau. Mon téléphone avec son fichier audio accablant et les papiers pliés que Chloé m'avait donnés. Quand nous sommes enfin arrivés à notre appartement à 3 heures du matin, j'ai porté Sophie endormie à l'intérieur. Notre petit sapin clignotait toujours, ses lumières projetant une lueur chaude et familière. L'appartement sentait le foyer. J'ai bordé Sophie dans son lit, lui enlevant son manteau et ses bottes. Elle ne bougea pas. Elle était complètement épuisée. Je l'ai couverte de son édredon préféré et je l'ai embrassée sur le front. « Tu es en sécurité », murmurai-je. « Je ne laisserai plus jamais personne te faire de mal comme ça. » Je suis allée à la cuisine et je me suis fait une tasse de thé, les mains tremblant encore légèrement. Je me suis assise à notre petite table de cuisine et j'ai sorti les papiers que Chloé m'avait donnés. Je les ai dépliés avec soin. Ce n'était pas un seul document, c'était une série de documents. C'était une copie du testament nouvellement révisé de mon père, celui dont on venait de me parler.
et agrafé à celui-ci se trouvait la copie d'une lettre de ma mère, Éléonore, à son avocat personnel. Elle y détaillait, dans un langage froid et calculateur, son plan pour gérer Henri, pour transférer tous les actifs majeurs au nom de Marc avant la mort de mon père, et pour s'assurer que l'erreur de la fille, moi et l'enfant qui en résulte, Sophie, ne reçoivent absolument rien. C'était froid, c'était méthodique et c'était profondément illégal. Elle avait falsifié la signature de mon père sur certains des formulaires de transfert d'actifs. Elle commettait une fraude, volant systématiquement son propre mari pour garantir que je me retrouve sans rien. Chloé m'avait tendu une arme chargée. J'ai regardé les papiers, puis mon téléphone posé sur la table à côté. Pas pour la vengeance, pour la vérité. Le pouvoir de ma mère n'était pas seulement son argent, c'était sa réputation publique immaculée. Elle était Éléonore Pierce, la présidente estimée du Conseil philanthropique de Courchevel. Elle siégeait au conseil d'administration de 3 grandes organisations caritatives nationales. Elle était Sainte Éléonore des Montagnes, la femme qui organisait des galas pour les enfants malades et levait des millions pour les moins fortunés. Et elle avait dit à sa propre petite-fille de partir. Le silence dans mon appartement était chaud et réconfortant. Le silence dans ce chalet avait été froid et terrifiant. Je savais exactement ce que je devais faire. J'ai dormi 2 heures. Quand le soleil s'est levé le matin de Noël, j'étais devant mon ordinateur portable. J'ai composé 2 emails. Le premier était destiné à un journaliste d'investigation du Monde, un homme qui avait couvert certaines de mes affaires de protection de l'enfance. L'objet était un conte de Noël d'un autre genre. Dans l'email, j'ai écrit « Vous connaissez tous Éléonore Pierce. Voici la vérité sur la femme que vous célébrez. » J'ai joint le fichier audio. Le second email était destiné à l'ensemble du conseil d'administration du Conseil philanthropique de Courchevel. Ma mère parlait d'eux constamment. Je connaissais tous leurs noms. L'objet était « Inconduite financière de votre présidente, Éléonore Pierce ». Dans le corps du texte, j'ai écrit « Je suis Alexandra Pierce, la fille d'Éléonore ». J'ai joint des documents qui montrent un schéma clair de fraude et de falsification concernant la succession de mon père. J'ai des raisons de croire qu'elle pourrait employer des tactiques similaires au sein de votre organisation. Je vous suggère de vérifier vos comptes. J'ai joint des scans du testament et de la lettre à son avocat. Et puis, j'ai joint le fichier audio. J'ai ajouté une dernière ligne. Voici la femme qui représente votre fondation. Voici ce qu'elle fait à une enfant de 12 ans la veille de Noël. J'ai cliqué sur « Envoyer » pour les 2 emails. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allée préparer le petit déjeuner de Noël pour ma fille. Des crêpes. Nous avons ouvert nos cadeaux, juste nous 2. Nous avons regardé des films de Noël et sommes restés en pyjama toute la journée. C'était le meilleur Noël de notre vie. L'appel est arrivé le 26 décembre du journaliste. L'article a fait la une de l'édition numérique le 27. La notable Éléonore Pierce accusée de cruauté envers sa petite-fille. Un enregistrement audio choquant fait surface. L'histoire est devenue virale. Le fichier audio était partout. Les mots froids de ma mère, les sanglots brisés de ma fille. Au Nouvel An, l'affaire financière a éclaté. Pierce démise du Conseil philanthropique sur fond d'enquête pour fraude. Ils avaient vérifié les comptes. J'avais eu raison. Elle détournait des fonds depuis des années, de petites sommes ici et là, mais c'était suffisant. Mon père m'a appelé une fois, en sanglotant. « Alex, je ne savais pas. Je jure devant Dieu, je ne savais pas ce qu'elle faisait. Avec l'argent, avec tout ça. »« Je sais, papa, » dis-je doucement. « Tu devrais parler à un avocat. » Il l'a fait. Ma mère a tout perdu. Elle a perdu sa position, son pouvoir, son siège à chaque conseil. Ses amis puissants ont cessé de répondre à ses appels. Les Lefebvre ont fait une déclaration au journal confirmant qu'ils avaient été témoins de toute la scène. Elle a perdu sa réputation et mon père a demandé le divorce, reprenant enfin sa propre vie en main. Le silence qui a suivi n'était pas froid ou colérique. Pour la première fois de ma vie, le silence qui a suivi était celui de la justice. La neige a fondu. Le printemps est arrivé à Nantes, chaud et vert. Je suis rentrée du travail un après-midi pour trouver Sophie à la table de la cuisine. Elle avait une boîte de perles et du fil. Elle fabriquait soigneusement un collier. Mon cœur a fait un petit bond. « Qu'est-ce que tu fabriques, ma chérie ?» ai-je demandé.
Elle a levé les yeux et a souri d'un sourire authentique et plein, le genre que je n'avais pas vu depuis avant ce terrible voyage. « Un collier ?» dit-elle. Je me suis assise à côté d'elle. Les perles étaient de couleurs vives et joyeuses, jaune, rose et bleu ciel. « C'est pour qui ?» ai-je demandé doucement. Sophie a pris une perle bleue et l'a enfilée sur le fil. « Celui-ci est pour moi », dit-elle doucement. Elle le leva, admirant son travail. C'était magnifique. « Parce que je connais ma valeur », dit-elle. Les larmes me sont montées aux yeux. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de colère. « Oui, c'est vrai », dis-je en la serrant fort. Nous avons eu des visiteurs ce week-end-là. C'était Chloé et ma nièce, Olivia. Elle se tenait maladroitement à la porte de notre appartement, l'air nerveuse. Chloé tenait un panier de muffins. « Salut, Alex », dit-elle. « On peut entrer ?» Bien sûr. Elles se sont assises sur notre petit canapé. « Je suis désolée », dit Chloé immédiatement, les mots sortant en cascade. « Je suis tellement désolée, Alex. Pour tout. Pour être restée assise en silence pendant tant d'années. Pour... Marc. » Son visage se durcit. « Il est parti », dit-elle en baissant les yeux sur ses mains. Quand la nouvelle a éclaté, il est juste parti. Il a vidé la moitié de notre compte joint et a disparu. Il est comme elle, faible. « Je suis désolée, Chloé, » dis-je. « Pas moi, » dit-elle en me regardant droit dans les yeux. « Je demande le divorce. Je prends mes enfants et je déménage pour me rapprocher de ma sœur. J'en ai fini avec cette famille. » Alors Olivia, qui était restée silencieuse, prit la parole. Elle regarda Sophie, qui se tenait dans l'embrasure de la porte. « Je suis désolée, Sophie, » dit Olivia, sa voix calme. « J'ai été horrible avec toi. J'essayais d'être comme mamie. Je pensais qu'elle était si cool et forte. » Olivia se mit à pleurer. « Elle n'est pas forte. Elle est juste méchante. Je suis tellement désolée de t'avoir ignorée. » Sophie s'approcha et s'assit sur le canapé à côté de sa cousine. « Ce n'est pas grave, » dit Sophie. « Elle était méchante avec toi aussi. » Olivia la regarda, une compréhension mutuelle passant entre elles. « Ouais, » murmura-t-elle. « C'est vrai. Maintenant, nous savons ce que la famille est vraiment censée être. » Chloé et Olivia sont restées pour le dîner. Nous avons commandé des pizzas et les avons mangées assises par terre dans le salon. Nous avons ri. C'était agréable. C'était réel. Cette nuit-là, longtemps après leur départ, Sophie et moi nous sommes assises sur notre petit balcon. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Nous pouvions entendre le bruit des enfants jouant dans le parc en bas de la rue. Il n'y avait pas de manoir, pas de sapin de Noël géant, pas d'argenterie polie, pas de faux-semblants, juste la paix. Sophie était assise à côté de moi, portant le nouveau collier qu'elle avait fabriqué. Les petites perles étincelaient dans la lumière déclinante. J'ai regardé ce collier et j'ai pensé à l'autre cadeau, l'oiseau brisé, la preuve d'une guerre que nous avions gagnée. J'ai pensé à l'héritage, à l'argent, au chalet, à toutes les choses que j'étais censée avoir perdues. Et j'ai réalisé avec une clarté parfaite que je n'avais rien perdu qui ait la moindre valeur. Ma mère avait bâti tout son empire sur des fondations de honte et de peur. Tout était parti maintenant, réduit en poussière. J'ai regardé ma fille forte, courageuse, gentille. Nous avions construit quelque chose de mieux. Nous avions bâti la liberté. Nous avions bâti une vie. Et elle nous appartenait entièrement. Fin de l'histoire.